écrire ce livre sur l'art contemporain et les mécanismes pour savoir où passent nos sous dans les commandes publiques. Christine Surgens est remontée à Duchamp pour retracer ce parcours de l'art contemporain. Marcel Duchamp, vous connaissez, avec son fameux urinoir, il a introduit son urinoir dans un musée. Il faudrait rappeler une chose, puisque le sujet c'est l'art et l'argent, c'est qu'il y a toujours eu de l'argent autour de l'art. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, l'argent va jouer un rôle vraiment central. C'est-à-dire qu'on est passé d'un marché de l'art à un art de marché. C'est ça qu'il va falloir expliquer. Alors, cette financiarisation de l'art, elle va se produire sur un certain type d'art. C'est ce qu'on appelle habituellement l'art contemporain. Alors, il faut là aussi bien cerner le mot. Parce que normalement, art contemporain, c'est un adjectif chronologique. Donc, ça devrait être l'art des artistes vivants. Or, quand vous regardez ce que recouvre ce terme dans les grands centres d'art, dans les institutions, dans la grande presse, vous vous apercevez qu'en fait, ça n'est plus un terme chronologique, c'est un genre d'art. C'est un type d'activité artistique particulière. Donc, le mot a changé de sens. Je connais certains théoriciens de l'art contemporain qui vont vous définir le contemporain. Le contemporain, c'est ce qui lutte contre ce qui est. Donc c'est pire que je tire sur tout ce qui bouge, parce que moi, vous ne bougez pas, vous êtes tranquille. Tandis que là, il vous suffit d'exister, ce qui lutte contre ce qui est, EST, il vous suffit d'exister pour être la cible du contemporain. Donc vous voyez, c'est quand même là un sens du mot qui est très différent de celui qu'on imagine habituellement. Donc l'art contemporain, c'est l'art d'une toute petite partie de nos contemporains qui se prennent pour la totalité. Et cette petite partie, ce sont en fait des artistes qui s'originent justement dans ce fameux Marcel Duchamp. Ce sont les descendants des activités duchampiennes qui sont des activités conceptuelles. Cet art dit contemporain, ça va donc concerner essentiellement ce créneau. Alors il faut dire deux mots justement de ce qu'a fait Marcel Duchamp. Duchamp a été peintre, le nu descendant l'escalier, mais il n'est pas resté dans l'histoire de l'art uniquement pour sa peinture. D'ailleurs, s'il s'était arrêté en tant que peintre, je pense qu'aujourd'hui, il ne serait pas tellement connu. Duchamp est connu parce qu'il a inventé les ready-made. Et en particulier, le plus connu, c'est l'urinoir de 1917. Alors, je vous redonne la définition du ready-made et vous allez comprendre tout de suite ce qui va se passer. Le ready-made, c'est un objet utilitaire, un objet de la vie quotidienne, détourné de sa fonction utilitaire, et qui devient œuvre d'art par la volonté de l'artiste. Et vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous avez cette définition du ready-made, n'importe quoi va pouvoir devenir une œuvre d'art. Le ready-made, en quelque sorte, c'est un levier pour soulever le monde. Donc n'importe quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous organisez un combat de boxe, si c'est dans une galerie ou dans un musée, c'est de l'art, c'est plus du sport. Vous serrez la main des passants dans un musée, c'est de l'esthétique relationnelle. Donc n'importe quel objet, mais n'importe quel comportement aujourd'hui, à partir du moment où on rentre dans la définition du champion, si vous voulez, ça va pouvoir être absolument labellisé art. Duchamp va briser ce lien entre le fond et la forme. Lui va dire avec son urinoir, ce qui compte, c'est que j'ai trouvé une idée nouvelle, un concept nouveau. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de Duchamp, on va dire l'art a une base éminemment conceptuelle. Et cette rupture entre le fond et la forme, c'est extrêmement important parce que justement, c'est peut-être elle qui va permettre la financiarisation. C'est par cette brèche que va pouvoir rentrer la finance. On est passé d'un art, j'allais dire au sens premier du terme, qui fonctionnait « c'est cher parce que c'est beau ». Ça a toujours été, si c'était cher, c'était parce que c'était beau autrefois. Et bien maintenant, c'est beau parce que c'est cher. Alors, comment s'est passée cette financiarisation de l'art? Alors, il y a une date qu'il faut retenir,
c'est 64, Rauschenberg gagne la Biennale de Venise. Et traditionnellement, c'est interprété comme le moment où la capitale des arts va se transférer de Paris à New York. Quand l'art va arriver à New York, qu'est-ce que vous avez à New York? À New York, vous avez essentiellement des gens qui savent faire du commerce, donc qui sont de très bons vendeurs, ou des gens qui ont déjà tellement très bien vendu qu'ils ont les moyens de devenir des collectionneurs. Et à New York, l'art va avoir tendance à s'organiser autour des vendeurs, des marchands et des collectionneurs. Et du coup, c'est les artistes qui, petit à petit, vont se retrouver en périphérie. Ce qui va s'appeler plus tard l'art financier repose sur les 3 M. Ces 3 M, c'est le marché, les médiateurs, et en France, on a le ministère. Alors, ce premier M, le marché, donc le réseau marchand, va naître aux États-Unis avec en particulier M. Castelli, qui était un galériste de génie, qui avait inventé les galeries qui marchaient en réseau. Donc ça permettait aux gens de voir, je sais pas, un peintre qui était exposé chez M. Castelli, puis c'était exposé aussi à Londres, c'était exposé aussi en Italie, c'était exposé aussi, je sais pas, ailleurs, en Amérique du Sud. Enfin, et on se disait, mais un tel, c'est quelqu'un d'intéressant, il faut absolument acheter un tel. Alors qu'en fait, toutes ces galeries font partie de la même famille, si vous voulez, et elles s'entendent pour faire le circuit. Non. Autre problème, les collectionneurs ont faussé le jeu. En Amérique, il est juste judicieux d'acheter 2 œuvres. Quand vous voulez acheter un artiste, vous en achetez une pour vous, et puis l'autre, vous la donnez à un musée. Parce qu'évidemment, une fois que monsieur Untel que vous avez acheté est dans un musée, le musée c'est prestigieux. Donc la cote de monsieur Untel va monter, et la cote de l'œuvre d'un tel que vous avez dans votre salon, elle monte d'autant. Alors, va s'ajouter dans ce second M, la presse, les mass médias, qui sont par définition friands de spectaculaire. Il vaut mieux, si vous voulez attirer les journalistes, il vaut mieux suspendre un cheval que de faire des portraits de chevaux. Je connais des artistes animaliers comme Hélène Legrand qui font de très très beaux portraits de tableaux avec des animaux, mais là vous ne placerez pas forcément les journalistes. Si vous les mettez dans le formol, oui. On sait que ce type d'œuvre va avoir une résonance dans la presse, or donner de la notoriété, c'est aussi construire la valeur financière. Alors le 3e M, c'est le ministère, donc ça c'est la particularité française, c'est que depuis Colbert, l'État aime bien semer de culture. Et donc, l'exception culturelle française était censée corriger les dérives du marché. On était censé, avec l'argent public, aider un art un peu difficile, justement, qui ne se vendait pas bien, etc. Mais oui, le système a complètement dérapé, puisque maintenant, on aide justement cet art qui réussit très bien et qui atteint des sommes ahurissantes. Donc on a eu un acoquinement du fonctionnaire et du marchand, avec en plus un clientélisme d'État qui va privilégier toujours les mêmes artistes subventionnés. Donc en France, vous avez les 3 pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique intellectuel, qui est parti de ce côté-là, c'est-à-dire qui soutient ce que j'appelle l'AC, donc cet art plutôt du Champien et qui s'est financiarisé. Et donc pour la première fois, on a un art officiel sans contrepoids. Autre conséquence de cette culture dirigée par l'État, c'est qu'elle a mis les institutions culturelles et l'argent public au service de la spéculation, et on le voit dans le détournement du patrimoine. Ça, je crois que le public a commencé de s'en rendre compte lorsque M. Koons a investi Versailles, où là, on a une utilisation du bien public au service d'intérêts privés, puisque au fond, le palais sert à consolider la notoriété de la collection de M. Pinault. Dégâts collatéraux, depuis les années 80, nous avons une opacité des comptes dans l'argent qui circule dans les institutions publiques. Il est impossible de savoir ce que font les fonctionnaires avec l'argent du contribuable. Cet art financier a explosé à partir de 2005 et 2007 a été un tournant avec la vente de la vitrine de produits pharmaceutiques de Damien Hirst, 13,3 millions d'euros. C'est-à-dire que cette vitrine, dans la même vente, valait 1 million de plus que le Velasquez.
qui étaient en vente, qui étaient un beau Velázquez. Mais surtout, ce qui est plus important peut-être, c'est ce qui se passe dans les salles des ventes. Depuis la fin des années 90, elles interviennent sur le premier marché, alors que originellement, elles se cantonnaient surtout à la revente. Donc elles concurrencent les marchands en galerie, qui normalement jouent le rôle de découvreurs, et elles vont consacrer les artistes extrêmement vite, voire même elles vont perturber le jeu du marché. Alors le problème que nous avons, c'est que ce primat de l'argent dans l'art contemporain va araser toutes les valeurs, parce qu'à partir du moment où on va vous dire un Rembrandt, au fond, ça vaut tant de barils de pétrole, dans la tête, quelque part, Rembrandt ou tant de barils de pétrole, c'est pareil. Non, parce que le Rembrandt, il est unique, tandis que les barils de pétrole, on peut briller. Donc cette hégémonie du prix et de la valeur financière, elle érode la notion même de valeur. Toutes les valeurs qui ne sont pas financières sont attaquées. C'est pourquoi il ne faut pas monétiser le patrimoine, pas plus que l'homme. Cet art contemporain, entre les hyper riches, ça joue le rôle de club, d'un club. Alors, si vous voulez, autrefois, il y avait la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie, il faut bosser quand même, il faut faire des planches. Là, c'est encore mieux, c'est beaucoup plus, justement, c'est festif, c'est ludique. Donc ce qui compte, c'est les afters. C'est pas le vernissage, c'est les afters. C'est ce qu'il y a après. Là, on est entre soi, et alors après, là, on peut parler, faire des affaires. À ces 3 M que je vous ai exposés, j'en rajouterai bien un dernier, qui est assez d'ailleurs particulier à la France, qui est la manipulation du mécénat. Et là, je vous renverrai à un article d'Yves Marek. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez sur mon blog. J'ai un blog, vous tapez mon nom sur Internet et ça sortira. Et il y a une lettre d'information qui s'appelle Le grain de sel du mardi. Et vous remontez les mardis et vous trouverez justement donc cet article d'Yves Marek qui s'appelle « Le mécénat contre les mécènes », donc déjà rien que le titre, et qui revenait sur les lois qui avaient été votées à l'instigation de M. Ayagon en 2003, justement pour offrir aux mécènes une déduction fiscale. Il y a des artistes qui depuis des décennies se battent pour faire une œuvre qui soit une œuvre de qualité, qui ne soit pas reconnue et qui continue contre vents et marées. Croyez-moi, c'est difficile parce que l'artiste, pour progresser, il a quand même besoin du retour avec le public, etc. Donc là, tout ça est faussé. Et la situation est quand même très difficile en France parce que non seulement ces artistes-là ont d'un côté l'art officiel, spéculatif, avec des gens qui sont subventionnés, enfin tout. Et puis de l'autre côté, il y a aujourd'hui une inflation des pratiques amateurs avec monsieur et madame tout le monde qui tout d'un coup se disent mais au fond quelque part je suis Michel-Ange, je vais me révéler. Enfin, bon. Et l'État d'ailleurs par démagogie, il a tué doublement la peinture, il l'a tué en ne la reconnaissant pas, en ne reconnaissant pas les artistes et en laissant proliférer justement ces pratiques amateurs n'importe comment. La jeunesse est conditionnée oui. Pour aller voir toutes ces œuvres-là. C'est vrai. Et puis, leur éducation, c'est ça. Il faut aimer l'art contemporain. C'est vrai. Vous mettez le doigt sur un problème, c'est que le public des grands centres d'art est souvent constitué à majorité des scolaires. Alors, au début, les élèves, les jeunes, ne sont pas dupes. Quand on interroge les très jeunes, il y en a qui font des concours au dessin le plus moche parce qu'ils ont compris qu'effectivement le professeur, le plasticien, etc., va privilégier l'œuvre la plus dérangeante, donc la plus moche, donc ils ont compris comment. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas un formatage ? Alors il y a quand même, il faut dire, des petites... la très très jeune génération, elle est peut-être en train de changer. Par exemple, il y a eu la rébellion de l'école d'Avignon. L'école des beaux-arts d'Avignon, il y a 2 ans, s'est rebellée. Ont même réussi à écarter le directeur parce qu'ils voulaient apprendre, ils veulent apprendre des techniques. On peut dire que l'art moderne, qui est une sorte... Au fond, qu'est-ce que c'était que l'art moderne ? C'était une sorte de déconstruction, mais pas une déconstruction nihiliste, c'était une déconstruction pour essayer de trouver l'essence de l'art. On essaie de décomposer le processus artistique pour essayer de trouver
là où était le nerf, si vous voulez, là où était vraiment l'essentiel. Alors, par exemple, les faux vont vous dire c'est la couleur. Oui. Bon. La couleur, ça n'intéressait pas du tout des cubistes comme Braque et Picasso, qui eux, au contraire, c'était la simultanéité des points de vue. Enfin, bon. Donc comme ça, puis après on a eu l'abstrait. On a dit au fond, ce qui compte, c'est justement les formes, les couleurs, etc. Au fond, le sujet, c'est pas important. Donc là, oui, mais bon, une déconstruction, ça finit toujours par s'arrêter. Régulièrement, ils nous font le coup, c'est oui, je suis transgresseur, oui, j'ai un concept, etc. Je lutte contre ceci, contre ça. Mais souvent, ils pratiquent ce qu'ils dénoncent. Enfin, c'est Exactement. très curieux. Ça c'est très bien formulé. Côté pulsionnel. Cet aspect, justement, de toujours vouloir sans arrêt revenir sur l'excrément, etc., l'art contemporain dit quelque chose de très profond sur ce qu'il est. C'est-à-dire, oui, c'est un art de l'exécration. Alors que normalement, l'art, dans sa définition première, qui visait la beauté, c'était un art de la célébration. Comment ça marche une cote, madame? C'est un tableau émis aux enchères et, par exemple, selon ce qu'il vaut, après l'artiste va oui, valoir mais il y a cela. aussi, par exemple, Art Price va regarder les expositions de l'artiste. S'il a été exposé dans les grands musées, dans les grandes fondations, s'il a eu dans une biennale un prix, c'est tout ça, ça fait la cote d'un artiste. J'avais fait Vous demandez si vous vous sentez dans la catégorie de ce que l'on appelle les lanceurs d'alerte. Oui. Hélas pour moi. Hélas pour moi.